Si la fête de l'Ascension élève le regard, l'actualité le fait descendre au niveau des fracas du monde, mais c'est l'objet de ce grand débat du côté de la guerre entre Israël et le Hamas et du conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec un lien fait entre les deux par l'une des figures de LFI, Rima Hassan, qui affirme qu'Israël est pire que la Russie. C'est une phrase que l'on va débattre, mettre en débat en tout cas. Que peut-on attendre de ce genre de comparaison dans un contexte aussi de mobilisation pour Gaza, mobilisation estudiantine qui a été marquée donc par une semaine un petit peu chaude à Sciences Po et à la Sorbonne. Mobilisation aussi au son du clairon, ce n'est pas à exclure, a redit Emmanuel Macron, parlant de l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Est-ce une manière de lancer la campagne du camp Renaissance qui se déploie en vue des européennes du 9 juin? Peut-être est-ce un raccourci, on verra ce qu'en pensent nos débatteurs. Plus largement, on se posera la question, celle qu'on se pose tous les vendredis, quelle Europe voulons-nous? Question que vous pouvez déjà, d'ailleurs, que je sollicite de votre part. Vous pouvez poser vos questions aux candidats qui viendront la semaine prochaine pour une partie d'entre eux. Vos questions sur l'Europe, n'hésitez pas à m'écrire. louis.dauphren@radionotre-dame.com par mail exclusivement. Les questions que vous voulez leur poser, en particulier à François-Xavier Bellamy qui vient lundi prochain avec Jean Lassalle. J'accueille dans ce grand débat Jean-François Colosimo, essayiste, écrivain, historien des religions, qui vient de publier un ouvrage sur l'Occident dont il viendra parler bientôt sur notre antenne. Bonjour Jean-François. Bonjour Louis. Éric Nolot nous fait l'amitié de sa présence. C'est pour la première fois dans ce grand débat. Et on lui dit merci. Et moi je dis bonjour. Écrivain, critique littéraire, chroniqueur. Merci donc Éric et merci à Jean-François aussi. Vous êtes deux ce matin pour discuter de ces grands enjeux du monde. Comment peut-on justement au lendemain de cette fête de l'Ascension regarder ce qui se passe du côté de la politique et de la politique internationale, Israël et le Hamas? Cette phrase, je l'ai dite à l'instant, est-ce que c'est pire que la Russie? Est-ce que ce genre de comparaison, Jean-François, vous touche? Non, mais c'est une comparaison qui est tout à fait... je dirais, hors propos, puisque s'il fallait, je dirais, suivre la comparaison, il faudrait comparer Israël avec l'Ukraine, puisque le 7 octobre, c'est Israël qui était agressé et que, en fait, c'était le Hamas qui était agresseur. Donc, tout se passe dans ce discours de LFI qui est porté par Rima Hassan, comme s'il n'y avait pas eu d'agression du 7 octobre contre Israël, comme si cette agression n'avait pas été un pogrom, comme si cette agression n'avait pas été portée par un groupe terroriste, le Hamas. Et en fait, on repeint tout à fait ces événements depuis maintenant plus de 6 mois, comme s'il s'agissait en fait d'une répétition de l'histoire coloniale, qui est évidemment la grande référence de cette extrême gauche. Donc moi, ça ne me gêne pas tellement que Rima Hassan se sente solidaire du peuple dont elle est issue, même si c'est de loin, puisqu'elle a bénéficié d'une enfance parfaitement européenne. Mais j'aimerais quand même qu'elle s'interroge dans ce cas-là, dans cette solidarité fondamentale avec son peuple, encore une fois, compréhensible, admissible. Pourquoi est-ce que les Palestiniens n'ont quasiment aucun droit au Liban, qui est un pays arabe? Qu'en est-il du fait qu'elle rend visite au camp palestinien en Syrie? Qu'est-ce qu'elle pense du régime de Bachar el-Assad, etc. Plutôt du bien, semble-t-il. Elle en pense plutôt du bien. Voilà, plutôt du bien. Et donc, on voit bien que là, on est sur une vision complètement idéologique du monde. Et évidemment, je dirais que, comme toujours, mon inquiétude va à nos compatriotes Éric Nolot. Juifs qui sont dans une situation, je dirais, se voient accusés non seulement de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, mais se voit accusé désormais d'être des nazis. La nazification du juif auquel aboutit tous ces propos, c'est en fait une situation abyssale. Abyssale, il faut le dire. Éric Nolot, vous êtes d'accord avec Jean-François? Oui, je voudrais aussi saluer en Rima Hassan une nouveauté, c'est-à-dire une tête de liste officieuse. Ça, c'est une nouveauté quand même. C'est-à-dire que la tête de liste officielle, c'est Manon Aubry, qui est portée disparue. Alors maintenant, pour exister, elle lance des messages d'amour à Jean-Luc Mélenchon. Beaucoup de pays nous envient, auraient bien aimé avoir Jean-Luc Mélenchon. Pour ce qui me concerne, ils peuvent le prendre. Donc, il n'y aurait vraiment aucun souci de ma part. Mais je répète les propos tenus à ce même micro. Il n'y aura aucune limite de la part de la France insoumise pour importer le conflit entre Israël et le Hamas. Comment savoir si ça marche? On verra ça le 9 juin, parce que c'est la seule réponse. Et d'ailleurs, c'est le seul but. Donc ça a été théorisé par les têtes pensantes de LFI. Il a manqué 400 000 voix. Nous allons aller chercher ces 400 000 voix. Où ça? Dans les banlieues islamisées. Donc il faut s'adresser uniquement... Il ne s'adresse pas à vous. Aucun de nous n'est concerné par le discours de Rima Hassan ou des autres membres de LFI. Il s'adresse uniquement à un électorat
musulmans, d'ailleurs avec un peu de mépris, parce que ce genre de raccourci entre Israël et la Russie, ça ne doit pas abuser les gens qui ont un QI positif. Donc, il s'agit de mettre la barre toujours plus haut. Maintenant, figurez-vous qu'Israël, c'est pire que la Russie. Alors, bon, déjà, la comparaison est outrée, je m'y attarde pas trop, mais je prolonge ce que vous disiez, Jean-François. Comment c'est reçu en France ? Si, donc, vous êtes juif ou pas, et vous soutenez Israël, vous soutenez donc un pays qui est pire que la Russie. On en déduira que tous les moyens sont bons pour vous combattre. C'est-à-dire que pour l'instant, on en est aux intimidations, on en est aux insultes, mais un jour, on s'en prendra physiquement aux Français juifs dans la rue en disant écoutez, ces gens-là soutiennent un régime qui est pire que la Russie. On veut se battre contre la Russie, eh bien nous allons nous battre contre les Juifs qui représentent ici Israël. C'est vraiment un discours extrêmement dangereux qui va se terminer par des drames. Donc ce sont des pyromanes, ils jouent avec des allumettes près de quelque chose qui est très inflammable. Je note que notre pays est de plus en plus nerveux. J'habite, moi, dans un quartier où, traditionnellement, la communauté juive est importante. Il ne se passe pas un jour sans que je rencontre un Français juif qui a peur. Maintenant, c'est intolérable. En 2024, il est intolérable que les Français juifs aient peur pour leur sécurité, n'osent pas mettre une mezouza ou se cachent, ne veulent pas dire qu'ils sont juifs. Écoutez, dans la France de 2024, ce n'est pas dans ce genre de pays que je veux vivre. Maintenant, il y a l'idée qu'Israël bénéficie d'un soutien inconditionnel, quoi qu'il fasse, et pas la Russie. Et c'est cette inégalité-là qui est soulignée. Là où en plus, enfin, Jean-François l'analyse de Rima Hassan ne vaut pas géopolitiquement, c'est que à Israël, c'est que la Russie, effectivement, a longtemps eu une politique d'Israël au Proche-Orient, une politique d'équilibre au Proche-Orient, et tout particulièrement parce qu'il y avait effectivement ce million de russophones venant d'ex-Union soviétique, enfin, etc. Cette politique d'équilibre, elle est rompue. Le seul voyage que Poutine peut faire réellement en dehors de Russie aujourd'hui, c'est se rendre à Téhéran, ce qu'il a fait. Les drones qui frappent les Ukrainiens sont des drones iraniens. L'Iran a toute cette, je dirais, politique au Proche-Orient à travers tous ces relais chiites, le régime de Bachar el-Assad, le Hezbollah, etc., et non chiites, le Hamas, n'est-ce pas, a une politique de déstabilisation. Et le régime de Téhéran, qui est un régime qui voile les femmes, entre autres choses, n'est-ce pas, c'est ce régime qui ne subsiste aujourd'hui que parce qu'il a inscrit la destruction d'Israël dans son programme. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, en plus, elle ne se rend pas compte que la Russie, désormais, est véritablement... Je veux dire, la Russie... Israël ne peut pas être pire que la Russie, puisque la Russie, de toute façon, fait partie aujourd'hui de cette grande coalition qui veut la destruction d'Israël, à rebours de ce qu'a longtemps été et la politique soviétique et la politique russe. Donc la comparaison ajoute à l'incompréhension. Voilà, mais sur la crainte de nos compatriotes, elle est malheureusement plus que fondée, n'est-ce pas ? Et elle inverse complètement. Il y a quelque chose d'une profanation. On parle souvent de blasphème. Là, on touche à une sorte de blasphème historique sur notre propre histoire, n'est-ce pas ? Le juif nazifié, c'est, je dirais, le mépris radical, à la fois ontologique et historique, de ce que fait la France, de ce qu'est la France. Non, et puis que Rima Hassan puisse s'exprimer en toute liberté, alors que son slogan, c'est la Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire que son slogan... Vous voulez pas la censurer ? Je ne veux pas la censurer, simplement, je voudrais qu'on la prenne au sérieux et qu'on prenne au sérieux ce qu'elle dit. C'est ce qu'on fait, justement. La Palestine de la rivière à la mer, c'est la disparition d'Israël. Quand le logo sur les affiches électorales, où maintenant elle apparaît avec Jean-Luc Mélenchon, la pauvre Manon Aubry n'étant même plus sur la photo, c'est la Palestine entièrement en rouge, c'est-à-dire que Israël a été rayé de la carte. Écoutez, moi, je pensais pas que l'antisémitisme pouvait s'aggraver aussi profondément et aussi rapidement qu'on le voit. Et Rima Hassan en est la tête d'affiche. Ce que je disais simplement sur le soutien inconditionnel, c'est qu'on a tendance à... c'est du moins peut-être une opinion préconçue, mais on a tendance à passer à Israël ce que l'on ne passe pas à d'autres pays. C'est-à-dire que le soutien inconditionnel à l'État hébreu... D'abord, c'est pas vrai, il n'est pas inconditionnel. Les relations entre Israël et les États-Unis ont toujours été des relations troublées, des relations complexes, des relations tendues. On voit bien d'ailleurs que Joe Biden n'est pas simplement... Mais constante aussi, quand même. Constante, oui, mais vous savez qu'au départ, Israël, c'est l'aventure sioniste, c'est une aventure de gauche laïque. Israël est soutenu par l'Union soviétique. C'est lorsque l'Union soviétique bascule, en fait, du côté des pays socialistes arabes,
que d'un coup, l'Amérique trouve en Israël, effectivement, je dirais, un relais au Moyen-Orient. Maintenant, la vérité, c'est que l'histoire d'Israël ne s'explique pas par la Shoah, puisque le sionisme est antérieur à la Shoah, mais la Shoah détermine en quelque façon aussi l'avenir d'Israël, n'est-ce pas? Comme le disait Golda Meir, on va rester là parce que de toute façon, on n'a plus d'endroit où aller. Voilà. Et donc ça crée effectivement, oui, il faut le dire, une exception qui va aussi avec l'exception juive à travers l'histoire, n'est-ce pas? Et si on ne l'admet pas, si on ne comprend pas ça, ça veut dire qu'on pratique une espèce d'universalisme abstrait qui, à la fin, de toute façon, je dirais, est en risque de véritable barbarie. C'est ça la vérité. La vérité, oui, il y a un problème, il y a une question juive, il y a une exception juive qui se perpétue à travers l'État d'Israël, qui pour autant ne représente pas tous les juifs du monde. Voilà. Si on ne veut pas admettre ça, on est dans une espèce, je dirais, de déni. De déni, pas simplement de déni. On est dans une espèce de négation, et donc très rapidement aussi de négationnisme. Non, mais pour commencer, le soutien américain est devenu conditionnel à présent. Puisqu'ils disent pas de livraison d'armes s'il y a une offensive sur Rafah. Donc c'est devenu conditionnel. Ensuite, il y a une petite chose qui s'est passée le 7 octobre qui s'appelle un pogrom. Ça change quand même beaucoup les choses. Là, à mon avis, ça a complètement rebattu les cartes. C'est-à-dire que là, le soutien à Israël est devenu automatique parce que, écoutez, si on ne soutient pas un pays qui est victime d'actes de barbarie, mais vraiment qui dépasse l'imagination, voilà. Donc il y a des limites, en effet, au soutien d'Israël. Mais enfin, il est tout de même bizarre que chez Rima Hassan, ou l'extrême gauche en particulier, le seul problème dans le monde, c'est Israël. Il n'y a pas de problème avec les femmes iraniennes, il n'y a pas de problème avec les droits de l'homme dans les pays arabes. Vraiment, il y a un seul pays qui représente vraiment l'injustice, c'est Israël. Et il y a un seul problème dont se souviennent les pays arabes une fois tous les 10 ans, ce sont les Palestiniens. Écoutez, c'est d'une mauvaise foi totale, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle abyssale. Ça ne trompera que ceux qui veulent être trompés. Sans en exagérer la portée, il y a quand même une mobilisation importante dans les facs, Sciences Po, la Sorbonne. On a pu voir en Angleterre aussi, le mouvement se répand. Comment l'interpréter? S'agit-il simplement d'agitation syndicale minoritaire, voire extérieure d'ailleurs aux établissements qui essaient d'attirer l'attention médiatique sur ce phénomène? Ou bien y a-t-il une mobilisation, comme disait l'avocat Henri Leclerc, une mobilisation du cœur, un mouvement du cœur chez les jeunes en particulier? Et on observe, semble-t-il, un clivage où plus on est dans la catégorie des aînés, plus on soutient Israël, et plus on est jeune, plus on soutient la cause palestinienne. Est-ce que vous avez observé ça? D'abord, le cœur peut exister tout en étant manipulé. Deuxièmement, effectivement, on verra ce que deviennent ces jeunes aujourd'hui, peut-être portés par une espèce d'enthousiasme un peu pas très intelligent, on va dire. Voilà. Peut-être que ils feront comme les jeunes qui défilaient contre le Vietnam. Ils finiront tous néoconservateurs américains, n'est-ce pas? Bon, tout est possible de ce point de vue-là, mais la vérité. Ou directeur de journaux en France, ou publicitaire. Voilà. Bon, je veux dire, en dehors de ça, il y a quand même, le cœur peut être tout à fait manipulé, donc ça pose plusieurs questions. D'abord, l'existence d'un antisémitisme de gauche qui remonte au 19e siècle. Si on ne fait pas cette généalogie, on ne peut pas comprendre. Deuxièmement, l'échec du progressisme. Alors, il faut faire une minute un peu de conceptualisation. De toutes les utopies du 19e siècle, le sionisme est la seule qui continue à exister. Et pour une simple et bonne raison, c'est que cette utopie, elle avait un lieu, un topos, indiqué par la Bible, n'est-ce pas? Et deuxièmement, que c'était un mouvement révolutionnaire, mais révolution s'entendait comme retour. Donc, le sionisme a créé une espèce d'universalisme concret, rattaché à une terre et à un peuple. Cet universalisme concret, particulier, était tout à fait inadmissible pour l'universalisme abstrait qui veut tout égaliser, n'est-ce pas? Et en fait, on voit que chez ces jeunes, il y a une espèce de manière de s'accrocher de manière désespérée au lambeau du progressisme, où d'ailleurs il n'y a plus que le colonialisme qui joue comme une fonction, enfin, et là on retombe sur les sanglots de l'homme blanc, n'est-ce pas? Et de ce point de vue-là, en fait, on est face, je dirais, moi, un ultime défilé, en fait, progressiste, d'où sa virulence, d'où sa jeunesse, d'où son enthousiasme. Mais en fait, le progressisme est en train de dire adieu à l'histoire
il ne fonctionne plus. Et comme il ne fonctionne plus, le progressisme au sens de la religion du progrès, de la religion de l'humanité du 19e siècle, comme ça ne fonctionne plus, eh bien, je dirais, il est totalement exacerbé. Et il est exacerbé chez la jeunesse qui, effectivement, a besoin, je dirais, de causes, en attendant, vraisemblablement, je l'ai dit, de se ranger. L'analyse de Jean-François Colosimo, vous la partagez, Eric Nolot ? Oui, moi, je m'intéresse moins aux marionnettes qu'aux marionnettistes. Donc ces gens-là sont quand même extrêmement manipulés par les mouvements pro-palestiniens, derrière par les frères musulmans. Les frères musulmans se greffent sur tous les mouvements pour essayer de faire avancer leur cause. Après, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même dans les slogans qui sont scandés, on a tout de même entendu hier Treblinka, aujourd'hui Gaza. Donc pour sortir quelque chose comme ça, c'est un mélange pour les uns de haine militante et pour l'autre d'immenses bêtises. Je pense que la crise que nous vivons n'est pas explicable si on ne se penche pas sur l'effondrement du niveau intellectuel et scolaire. Je pense que ce qui se passe à Sciences Po est le résultat de cette dégradation que tous les organismes internationaux mesurent. Vraiment, il y a un recours au simplisme du slogan. Il n'y a plus d'analyse. Vous pouvez demander d'ailleurs à ces gens de vous situer la Palestine sur une carte. Je pense que vous allez avoir d'énormes surprises. Donc on est à... Mais un slogan par nature est simpliste. Oui, mais à condition qu'il soit quand même basé sur un minimum de connaissances, je n'en suis pas sûr. Pour avoir parlé avec quelques personnes, je n'en suis pas sûr. C'est en effet, il se raccroche à des totems, à des slogans, et ça ne va pas beaucoup plus loin. Et c'est quand même assez accablant que Sciences Po soit devenu le cluster de toutes les maladies idéologiques du moment. Le simplisme, la dégradation du débat intellectuel, la violence aussi, la violence politique, c'est-à-dire on bloque les choses, on empêche les opposants de s'exprimer, tout ça rejoignant d'ailleurs l'agenda de la France Insoumise qui a fait de la violence politique le moyen d'arriver au pouvoir. C'est pas tellement de prendre le pouvoir par les urnes qui intéresse M. Mélenchon, c'est d'organiser une situation insurrectionnelle, si possible pendant les 5 ans d'un éventuel mandat de Marine Le Pen. Donc je trouve que c'est le symptôme d'une dégradation générale du climat intellectuel, et c'est normal que le poisson pourrisse par la tête, puisque ces gamins qui arrivent à Sciences Po ou dans les universités sont le résultat de 50 ans d'effondrement de l'éducation nationale. Oui, mais avec cette particularité pour Sciences Po, que le programme de Richard Descoings, le feu Richard Descoings, était véritablement de faire de Sciences Po un campus américain. Et de ce point de vue-là, je dirais, c'est réussi. Mission accomplie. Voilà, c'est réussi. N'est-ce pas, un campus américain avec toutes les problématiques d'un campus américain. Or, aux États-Unis même, effectivement, je dirais, cette levée de manifestations extrêmement violente, Eric Nolot a raison, dans les universités, avec véritablement, je dirais, des prises à partie des étudiants américains qui sont juifs de foi ou de culture, n'est-ce pas ? Des scènes très brutales, une espèce vraiment de chasse aux sorcières. Bah oui. Eh bien, ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, ou plutôt, c'est le retour d'un antisémitisme qui était extraordinairement prégnant, on l'oublie, aux États-Unis, jusque dans les années 1930, avec un grand financeur qui s'appelait Henry Ford. Le constructeur des voitures, c'était le grand financeur d'un antisémitisme tout à fait extrêmement fort aux États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, aussi, vous voyez, quand on dit les États-Unis marchent avec Israël, enfin, etc. D'abord, ce n'est vrai que depuis à peu près 1967, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et de toute façon, Israël ne va pas remettre non plus, je dirais, sa sécurité entre les mains de Washington. Ultimement, Israël décidera pour Israël. Mais une fois qu'on a dit tout ça, cette espèce de lien qu'on voit comme quasiment naturel, organique entre les États-Unis et Israël est aujourd'hui véritablement mis en cause par le retour d'un antisémitisme américain qui, là, pour le coup, ne doit pas grand-chose à la gauche européenne, mais qui doit plutôt au protestantisme, puisque de manière assez générale aussi, en France, on retrouvera la même chose. Ce sont dans les cercles de ce qu'on appelait les cathos de gauche qui ont été très sécularisés, que subsiste une forme, je dirais, de judéophobie, à la fois sortie de l'ancienne liturgie et vivifiée par tous les combats, encore une fois, anticolonialistes. Le problème qu'on a derrière tout ça, c'est que personne ne sait ce qu'a été le colonialisme, ce qu'a été la décolonisation, et que c'est devenu une grille de lecture du monde
quasiment, je dirais, impérative, universelle. Dominante aujourd'hui, en tout cas. Et On s'aperçoit que c'est un discours, une injonction les très fondements forte. culturels et profonds. Non pas qu'il y ait lieu de se féliciter de la colonisation, enfin, etc. Mais l'impossibilité de dresser une histoire raisonnable, raisonnée et partagée, ça, on est en plein dans la démonstration avec ces jeunes qui relisent de travers, en fait, les événements du passé pour les plaquer sur un présent qu'ils connaissent pas plus. Mais au fond, c'est l'homme blanc qui est coupable de tous les maux, hein, Eric Nolot. C'est un peu ça, quand même. Oui, alors, juste un mot. La nouveauté par rapport aux années 30 aux États-Unis, c'est que maintenant, il y a deux forces qui sont alliées temporairement, c'est le wokisme et l'islamisme. Alors là, oui, ça donne une machine infernale particulièrement redoutable. Alors, ça va pas durer, puisque normalement, ils sont tout à fait antagonistes. Et d'ailleurs, quand je dis antagonistes, c'est quand même une litote, parce que les secondes ne rêvent que d'égorger les premiers. Mais en effet, je ne sais pas quel professeur me racontait ça, à Sciences Po précisément, il donne un exercice aux élèves, il dit « Résumez-moi l'histoire de France en 2 mots ». Alors évidemment, c'est difficile, bon. Et il y a un élève qui lève la main et qui dit « Colonisation, collaboration ». Donc en fait, l'histoire de France, pour cet étudiant, c'est uniquement la colonisation et la collaboration. Moi, je ne suis pas un grand historien, je pense qu'il s'est passé 2 ou 3 choses différentes de ces deux mots. Mais en fait, il s'agit de relire le passé uniquement sous l'angle de la culpabilité de l'homme blanc, de l'homme occidental et du français en particulier. Donc, évidemment, le colonialisme fournit vraiment un prétexte extraordinaire. Non, c'est des gens qui veulent absolument corriger les injustices du haut de leur ignorance, du haut des leçons que le présent veut donner au passé. Et le passé, contrairement à ce que font les historiens, ne peut être pour eux que noir et blanc. Bon, en fait, il est noir. Bon. Et mais donc, le moteur de l'action humaine, ça reste la lutte contre l'injustice. Oui, mais même si c'est infondé ou mal fondé. Ça n'empêche pas le savoir, ça n'empêche pas la connaissance, ça n'empêche pas la nuance. Écoutez, il n'y a pas un monde en noir, un monde en blanc. Il s'est passé des choses ambiguës, il s'est passé des choses même qu'on a du mal à qualifier aujourd'hui. Eux, ils n'ont pas de mal à qualifier. Ils vous disent c'était comme ça, et d'ailleurs, ça s'applique à tout. Toutes les œuvres, par exemple littéraires, qui ont été créées, ont été créées sous le règne de l'injustice, du patriarcat, machin truc. Donc, on va tout réécrire. Ils ne cherchent pas à étudier, à savoir pourquoi tel écrivain a écrit ceci. Il faut absolument censurer et remplacer par une version plus politiquement correcte. C'est quand même une forme d'arrogance du présent qui est tout à fait navrante. On en est arrivé là quand même à cette forme de réductionnisme intellectuel. Vous avez raison. Jean-François, 30 secondes. La lutte pour l'égalité, c'est fondamental. La lutte contre les injustices, c'est fondamental. Mais là, on est un peu dans le cadre des idées chrétiennes qui sont devenues folles, quoi. Dans le sens où cette injustice, elle est vécue comme une culpabilité, au lieu d'être vécue, en fait, comme un processus critique, rationnel, qui puisse être partagé. Elle est vécue, en fait, contre une espèce de manichéisme spiritualiste. Il y a un être dans le monde qui est responsable de tout le mal. Il faut l'extraire. C'est un Satan, petit ou grand. Jean-François Colosimo, Eric Nolot, le grand débat, qui revient juste après 8h, après les infos d'Hugo Caro. On parlera d'Europe, élections européennes, et quelle Europe voulons-nous ?